En octobre 2025, 12 drones surgissent au-dessus du Sahel et aucun cercueil ne rentre. Deux chiffres qui s'entrechoquent exposent une vérité dérangeante. La vitesse d'une victoire éclaire contre le silence d'un deuil évité. Comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé l'arithmétique de la guerre en équation d'indépendance mesurable ? Sous la poussière de Tindiban, une Afrique calculée se dresse, comptant ses secondes comme on compte sa dignité. Le récit ouvert à Tindiban ne s'arrête pas au tir victorieux. Il promet une méthode. Ibrahim Traoré l'affirme, la souveraineté ne se déclare pas, elle se mesure. En une phrase de 10 mots, il redéfinit l'horizon. Transformer chaque victoire en structure durable, chaque opération en preuve chiffrée d'autonomie. Le bénéfice annoncé dépasse la gloire. Il touche la sécurité, la fierté et la cohésion d'un peuple qui refuse le rôle de figurant. Mais derrière cette promesse, le risque plane, échouer, c'est retomber dans la dépendance politique et technique, voire des années d'efforts se dissoudre dans le sable du Sahel. Cette tension entre l'espoir et la crainte constitue le véritable enjeu du projet AES. Une seule question brûle. Les chiffres suffisent-ils à protéger la dignité ? Ce suspense, ancré dans la voix d'un capitaine devenu symbole, propulse le récit au-delà du champ militaire vers une quête de mesure et de sens. 2 semaines avant l'opération de Tindiban, un chiffre discret a tout changé. 12 drones, synchronisés par 3 armées africaines, partageant pour la première fois leur flux de données sans relais étrangers. Cette simple statistique, glissée dans un rapport technique, fut la mini-révélation qu'attendait Ibrahim Traoré. La souveraineté pouvait désormais se compter en gigaoctets. La coordination née de cet échange fut l'étincelle d'un système inédit, l'Alliance des États du Sahel, AES, qui allait prouver qu'un calcul collectif pouvait remplacer la tutelle extérieure. Depuis 2013, la région s'enlisait dans une guerre importée. Des contingents venus d'ailleurs promettaient la paix, mais semèrent la lassitude. À Arbinda, Tessit ou Dori, les familles enterraient leurs morts dans le silence pendant que les chancelleries débattaient de mandats. Dans cet immobilisme, une conviction s'est forgée. La paix imposée ne prend jamais racine. C'est ainsi qu'un capitaine de Ouagadougou a imaginé une doctrine du terrain. Décider vite, frapper juste, rendre compte. Avec des ingénieurs locaux, il relia Bamako, Niamey et Ouagadougou par un maillage de fibres et d'ondes, transformant la géographie en réseau. Les officiers formés à l'étranger revenaient enseigner des méthodes adaptées à leur réalité. Drones recyclés, cartes artisanales, logiciels libres. Chaque innovation, minuscule en apparence, renforçait un même credo, autonomie. Lorsque le désert vibra ce jour d'octobre 2025, rien n'était improvisé. La bataille de Tindiban devint la démonstration méthodique qu'une Afrique coordonnée pouvait non seulement se défendre, mais s'administrer. Les écrans du centre de commandement diffusaient des images thermiques locales. La technologie frugale remplaçait la dépendance satellitaire. Dans ce silence d'électricité et de poussière, une nouvelle ère numérique du Sahel prenait forme, celle où chaque seconde gagnée devenait un acte politique. Au cœur de l'alliance, un visage concentre les attentes. Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole d'une souveraineté en action. Lors des premières heures de l'opération, il quitta Ouagadougou pour un poste avancé près de la frontière malienne. Ce déplacement, risqué mais calculé, envoyait un message limpide. Le commandement ne se mène plus depuis des bureaux climatisés, mais depuis la poussière du terrain. Autour de lui, une constellation d'acteurs anonymes donna forme à la promesse. Un ingénieur de Niamey transforma un drone civil en outil de cartographie grâce à des pièces récupérées sur un marché local. Une logisticienne malienne réorganisa l'acheminement du carburant en s'appuyant sur des coopératives villageoises. Un analyste nigérien développa un logiciel open source capable de traiter en temps réel les signaux des unités mobiles. Ces gestes minuscules additionnés tissèrent la toile d'une efficacité nouvelle. Les résultats furent immédiats. Les routes frontalières jadis coupées par la peur furent rouvertes aux convois de ravitaillement. Les populations, surprises de voir des uniformes africains sans emblème étranger, saluèrent les soldats au passage. Ce moment marqua plus qu'une victoire militaire, une réconciliation symbolique entre armée et nation. En observant ces scènes,
Ibrahim Traoré comprit que la réussite ne se mesurait pas seulement en kilomètres sécurisés, mais en confiance restaurée. Le Sahel, pour la première fois depuis des décennies, voyait dans la discipline de ses propres mains la preuve qu'il pouvait tenir debout seul. Une leçon simple, la souveraineté commence par la proximité. Le 14 octobre 2025, à 05H42, le réseau de renseignement sahélien capta 3 signaux au nord de Tindiban. Moins de 30 minutes plus tard, l'ordre d'intervention était signé. Aucune haute autorisation étrangère, aucun délai diplomatique, seulement des coordonnées, des voies et une volonté partagée. Les SR5 burkinabés ouvrirent le feu. Leur salve illumina le désert, traçant des arcs de feu au-dessus des dunes. Chaque impact suivait la trajectoire calculée par les drones maliens. Puis la cavalerie légère nigérienne entra dans la danse, rapide, motorisée, silencieuse. En moins de 3 heures, le triangle de Tindiban fut verrouillé sur 3 axes. Le bruit, la poussière, la précision, tout convergeait vers un même objectif, empêcher l'ennemi de respirer. Au centre de commandement de Bamo, les écrans clignotaient, images thermiques, flux radio, signaux GPS artisanaux. L'ingénierie locale remplaçait la dépendance satellitaire. Ibrahim Traoré, casque sur les oreilles, observait sans parler. Chaque minute gagnée devenait un argument politique. Chaque erreur, une perte de crédibilité pour tout un continent. Lorsque la deuxième phase débuta, les troupes encerclèrent les poches de résistance. Un ancien capitaine malien racontera plus tard « Je ne les ai pas vus venir, ils arrivaient d'en bas ». L'effet de surprise fut total. Les motos adverses, jadis symbolées de mobilité, furent détruites en quelques salves. Privés de carburant, de liaison, les combattants se dispersèrent. Vers midi, le silence tomba. Les transmissions ennemies cessèrent. Les soldats avancèrent dans une brume de poussière, découvrant des cartes encore allumées, des ordinateurs ouverts, des positions abandonnées. Aucune perte du côté AES. Une victoire sans cercueil. Événement inédit dans l'histoire récente du Sahel. L'après-midi, les convois logistiques prirent le relais. Les véhicules de transport collectaient armes, documents, disques durs. À Niamey, les analystes recoupaient les données. Un réseau s'étendait jusqu'à la Libye et au Soudan. Ce qui n'était qu'une victoire tactique devint un atout stratégique. Dans la soirée, Ibrahim Traoré prononça une phrase sobre. « Nous venons de prouver que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas des slogans, mais des armes. » Le désert reprit sa respiration. Plus personne n'écoutait le même vent. Pour la première fois, la peur avait changé de camp. Les jours suivants consolidèrent le choc. Les villages frontaliers rouvrirent leurs marchés. Les radios locales parlaient d'une victoire propre. Les chancelleries étrangères, surprises, cherchèrent à comprendre. Les chiffres défilaient: 123 km sécurisés, 257 positions neutralisées, 0 perte enregistrée. Derrière chaque donnée, un message implicite. Le Sahel peut produire sa propre norme. La dynamique enclenchée à Tindiban ne relevait plus du hasard. C'était le résultat d'une préparation, d'une doctrine, d'une confiance partagée. Et dans ce ballet d'ordre, de code et de silence, un homme incarnait désormais le principe même d'autonomie, celui qui commande depuis la poussière et non depuis le marbre. Avant l'AES, la réponse moyenne à une attaque terroriste au Sahel dépassait 72 heures. À Tindiban, elle fut ramenée à 6. Cette réduction de 91% ne résume pas qu'une performance, elle traduit un changement de réflexe, une capacité nouvelle à traiter la menace comme un flux, non comme un dossier. En économie du temps, chaque heure gagnée équivaut à des vies sauvées, des villages préservés, une mémoire restaurée. Passons maintenant au deuxième indicateur, celui de la densité logistique. 9 corridors ont été tracés simultanément entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Ce chiffre, apparemment technique, cache une révolution d'organisation. 3 nations sahéliennes ont mené une opération commune sans aucun fournisseur extérieur. Dans les hangars de Gao et de Dori, on entendait « Nous sommes nos propres logisticiens ». En 12 mots simples, cette formule résume la fierté industrielle d'un continent longtemps dépendant. Venons-en au troisième indicateur, celui de la perception civile. Les enquêtes menées après l'opération montrent qu'à Tindiban, 90% des habitants interrogés
disent avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées. 10 ans plus tôt, ce taux n'atteignait pas 30%. La progression de 54 points est plus qu'un score. Elle marque la fin d'une fracture entre armée et société. Les radios communautaires l'ont résumé ainsi: la sécurité ne vient plus d'ailleurs, elle vient d'ici. Et enfin, un dernier chiffre condense la nouvelle norme: 0 perte du côté AES. Dans une région habituée au bilan funèbre, cette absence devient un symbole politique. Ibrahim Traoré, interrogé à Niamey, répondit: ce n'est pas la victoire du hasard, c'est celle du calcul et du respect de chaque vie africaine. Sous ces mots, une doctrine se cristallise: frapper fort, mais frapper propre. Les écoles militaires de Bamako et Ouagadougou l'intègrent désormais dans leur programme, transformant un succès ponctuel en standard reproductible. Ces indicateurs, mis bout à bout, esquissent la courbe d'un tournant. Avant 2025, la plupart des rapports internationaux classaient le Sahel parmi les zones d'instabilité chronique. Après Tindiban, la même région devient un laboratoire de performance. Les graphiques changent d'échelle, de l'indice de pauvreté à l'indice d'efficacité opérationnelle. La valeur ajoutée du modèle AES ne réside pas dans la technologie, mais dans l'appropriation. L'autonomie, lorsqu'elle est quantifiée, cesse d'être un slogan. En observant ces chiffres défiler, Ibrahim Traoré voit plus qu'une campagne victorieuse. Il voit une preuve que la mesure peut être morale. Chaque donnée devient un argument contre la fatalité. Le Sahel ne se raconte plus en statistiques de conflit, mais en courbes d'apprentissage. Et dans cette transformation silencieuse, l'Afrique découvre son arme la plus efficace, la cohérence. Les succès de Tindiban ont fasciné autant qu'ils ont suscité le doute. Certains observateurs occidentaux affirment que l'alliance sahélienne n'a gagné qu'une bataille éphémère, portée par l'effet de surprise. Selon eux, l'enthousiasme initial masque une fragilité. Comment maintenir cette cadence quand les réseaux terroristes se réorganisent ? Leur argument s'appuie sur l'histoire récente. Tant d'expériences africaines ont brillé une saison avant de retomber dans la routine du désordre. Face à cette lecture prudente, les partisans d'Ibrahim Traoré rétorquent que la durabilité ne dépend plus d'un commandement central, mais d'une architecture distribuée. Le système AES repose sur des centres interconnectés, capables d'agir sans attendre d'ordre venu du sommet. Chaque brigade locale détient une marge d'initiative, calibrée par des protocoles communs et des outils partagés. L'autonomie, ici, n'est pas synonyme de dispersion. Elle est devenue méthode. Passons à la deuxième ligne d'objection, celle du manque de ressources. Les budgets militaires cumulés du Mali, du Niger et du Burkina Faso restent inférieurs à 1% du PIB. Les critiques y voient une limite structurelle, un plafond de verre impossible à briser. Mais la contrainte, répondent les ingénieurs du terrain, est justement la matrice de l'innovation. Drones recyclés, logiciels libres, véhicules adaptés au sable, l'ingéniosité frugale se substitue au capital manquant. Comme le répète Ibrahim Traoré, nous ne manquons pas d'argent, nous manquons d'autonomie intellectuelle. Et enfin, un dernier reproche évoque la tentation du repli régional. Certains redoutent qu'en coupant les dépendances extérieures, le Sahel ne s'isole du monde. Or, les universités africaines étudient déjà le cas Tindiban comme un modèle exportable. Des délégations du Ghana, de la Guinée et du Tchad s'en inspirent. Le projet AES n'érige pas des murs, il bâtit un langage commun. En confrontant ces points de vue sans les caricaturer, le récit d'Ibrahim Traoré gagne en crédibilité. La force d'un modèle ne réside pas dans son absence de critique, mais dans sa capacité à la transformer en preuve. La peur vient de changer de camp. Le 15 octobre 2025, au lever du soleil sur Tindiban, les images diffusées par les radios locales montrent des villages repeints, des écoles rouvertes, des marchés réanimés. Ce n'est plus une opération militaire, c'est une renaissance visible. La reconstruction commence avant la fin des décombres, comme si le terrain refusait d'attendre les ordres. Les mots d'Ibrahim Traoré, sobres, résonnent: nous avons gagné plus qu'une bataille. Pour la première fois, la victoire n'est pas célébrée par les tambours d'autrui, mais par le retour du quotidien. Dans les casernes, les jeunes officiers découvrent qu'un Africain peut diriger, innover, triompher sans tutelle. Les analystes parlent d'un syndrome Tindiban, une contagion de confiance.
Le milieu du récit s'ancre ici, à mi-chemin entre triomphe et responsabilité. Il ne s'agit plus de vaincre, mais de se maintenir debout. Chaque soldat, chaque citoyen devient gardien d'un réveil collectif. Le Sahel cesse d'attendre des solutions extérieures, il s'observe et se corrige lui-même. Et dans cette lucidité nouvelle, l'Afrique mesure enfin son propre rythme. Les répercussions de Tindiban s'étendent bien au-delà du champ militaire. Elle redessine 4 cercles de transformation, du local au continental. Au niveau national, au Burkina Faso, quelques semaines après la victoire, le gouvernement lança le programme de reconstruction du Nord. 14 écoles rouvertes, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes, des villages reconnectés à l'électricité. Ces chiffres modestes en apparence incarnent le retour de l'État dans des zones abandonnées depuis 10 ans. Lors d'une visite à Arbinda, Ibrahim Traoré serra la main de cultivateurs qui parlaient, pour la première fois depuis des années, d'avenir plutôt que de survie. Au niveau économique, avec la relance régionale, la sécurité retrouvée fit renaître les routes. Le trafic transsaharien augmenta de 27% entre octobre 2025 et mars 2026. Les camions de coton, de bétail et de carburant reprirent la traversée jusqu'à Gao et Agadez. Des coopératives locales, soutenues par l'AES, mirent en place un système d'assurance mutuelle, une innovation inédite dans la zone. Chaque échange devenait une preuve tangible que la guerre reculait. Les marchés reprenaient leur souffle, les routes redevenaient artères économiques. Au niveau social, avec la dignité retrouvée, les marchés se remplissaient à nouveau, les radios diffusaient des messages d'espoir en plusieurs langues. Les femmes, longtemps confinées à la survie, redevenaient commerçantes et formatrices. Dans les écoles, la bataille de Tindiban est déjà enseignée comme un chapitre d'histoire contemporaine, symbole d'unité et de stratégie. Les enfants apprennent que la victoire ne vient pas d'ailleurs, mais d'ici. Ce renversement mental est la victoire la plus profonde, celle qui transforme la peur en méthode. Au niveau régional, avec l'alliance élargie, les armées du Mali et du Niger ont adopté la doctrine Tindiban. Frapper court, coordonner large, compteur sur l'humain. Un conseil permanent a été installé à Niamey pour superviser les projets communs. Les chefs d'État du Ghana, de la Guinée et du Tchad sont venus observer le modèle. Dans les rapports de l'Union africaine, le Sahel cesse d'être classé zone rouge. Il devient région de transformation stratégique. Ce changement de vocabulaire consacre une idée neuve, la stabilité comme ressource naturelle. Ces 4 cercles imbriqués forment une spirale ascendante. Rien n'efface la pauvreté ni les tensions, mais la direction a changé, du repli vers la construction. Sous la phrase devenue devise « Nous avons cessé d'attendre » se lit la signature invisible d'un homme qui a transformé la douleur en méthode, l'espoir en système. L'avenir du Sahel, après Tindiban, se dessine selon 3 trajectoires possibles. La prudente, l'ambitieuse et la critique. Dans le scénario de base, celui de la consolidation, l'AES maintient la coordination militaire actuelle tout en développant ses infrastructures civiles. Les effectifs mixtes Burkina-Mali-Niger demeurent autour de 40 000 hommes, soutenus par un réseau de 30 drones et 12 bases tactiques. L'objectif prioritaire, sécuriser les routes commerciales et renforcer la chaîne alimentaire. Ce scénario suppose un financement interne constant et une stabilité politique minimale. La réussite se mesure ici à la continuité, non à la vitesse, durer sans dépendre. Dans le scénario optimiste, celui de l'expansion régionale, le modèle Tindiban inspire d'autres États. Le Ghana, le Tchad et la Guinée rejoignent l'Alliance, formant un pôle ouest-africain de sécurité indépendant. Les ingénieurs sahéliens partagent leurs technologies de surveillance, les académies militaires adoptent la doctrine intelligence, mobilité, unité. Les corridors transsahariens se rouvrent totalement, la croissance régionale dépasse 4%. Mais cette réussite suppose un consensus rare, confiance mutuelle et neutralisation des ingérences extérieures. Dans le scénario critique, celui de la pression et de la fragmentation, des sanctions économiques ou des campagnes de désinformation peuvent fragiliser la cohésion interne. Des divergences réapparaissent entre commandements nationaux, ralentissant les opérations communes. La baisse du moral ou du financement pourrait replonger le Sahel dans la dépendance qu'il vient de briser. Pour Ibrahim Traoré, ce danger est réel.
Le prochain combat ne sera pas contre des hommes, mais contre la fatigue et le doute. Ces 3 voies ne s'excluent pas. Elles tracent la carte mentale d'un continent qui apprend à planifier sans traducteur. Et la recommandation implicite reste claire. Pensez la souveraineté comme un processus, non un événement. Car le vrai défi de l'indépendance n'est pas de se libérer, mais de se maintenir libre. À Dori, les soirs de marché ressemblent à des veillées d'autrefois. Les tambours ont remplacé les sirènes, les voix se superposent à la radio communautaire qui diffuse un message simple « Nous avons cessé d'attendre ». Cette phrase, reprise par les enseignants, les commerçants et les soldats démobilisés, est devenue le refrain d'une reconquête intérieure. Sous les temps scolaires, les enfants apprennent les cartes du Sahel et l'histoire de Tindiban. Les mères, autrefois réfugiées, enseignent à lire et à compter dans les langues locales. Un instituteur de Djibo raconte que ses élèves ne dessinent plus des soldats étrangers, mais leurs propres uniformes. L'imaginaire collectif change, la victoire devient un modèle, non une exception. Les jeunes entrepreneurs, inspirés par l'efficacité de l'AES, montent des startups de sécurité numérique ou de logistique rurale. Les femmes créent des coopératives transfrontalières, réinventant le commerce comme lien social. Le courage se décline désormais en gestes quotidiens. Réparer une pompe, rouvrir une école, sécuriser un marché. La guerre a cédé la place à la maintenance du possible. Ibrahim Traoré, lui, continue ses visites sans protocole. Il s'assoit sur les nattes, écoute les anciens, note leurs plaintes et leurs espoirs. Chaque échange devient un acte politique. Redonner une voix à ceux qu'on n'entendait plus. C'est là que le leadership quitte la tribune pour redevenir relation. La confiance se bâtit à hauteur d'homme, un regard après l'autre. Pour transformer la victoire en structure durable, Ibrahim Traoré a présenté un plan articulé en 5 verbes: comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. 5 étapes simples dans la forme, mais exigeantes dans l'exécution. La première étape est de comprendre. L'AES a instauré un système d'écoute civilo-militaire. Chaque région dispose d'un comité réunissant officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs. Objectif: identifier les besoins prioritaires avant toute intervention afin que la sécurité ne soit jamais dissociée du quotidien. La deuxième étape est de stabiliser. Les zones libérées servent désormais de laboratoire de gouvernance. Des patrouilles mixtes Mali-Burkina-Niger assurent la continuité de l'ordre public pendant 6 mois avant la restitution aux autorités civiles. Ce protocole, nommé transition apaisée, a réduit de 40% les incidents post-conflit. La troisième étape est de produire. Les anciens dépôts militaires sont convertis en ateliers agricoles ou en entrepôts logistiques. Chaque site réhabilité doit générer un emploi local pour 5 anciens soldats. La reconstruction devient formation, non dépendance. La quatrième étape est de former. Les académies militaires intègrent les savoirs civils, ingénierie, maintenance, gestion communautaire. Former des officiers capables de bâtir, non seulement de combattre, devient un indicateur stratégique. La cinquième étape est de transmettre. Les radios locales diffusent les bilans hebdomadaires de l'AES. La transparence crée la confiance et la confiance fonde la durée. Sous cette méthode, le projet Tindiban s'éloigne du récit héroïque pour entrer dans le domaine du mesurable. C'est ainsi qu'une victoire ponctuelle se transforme en politique publique. Sous le même soleil de poussière où tout avait commencé, Ibrahim Traoré revient à Tindiban. Autour de lui, les visages familiers de soldats, d'ingénieurs et de cultivateurs composent la même scène qu'un an plus tôt, mais inversée. Les mêmes routes, désormais vivantes, les mêmes regards, désormais confiants. L'ingénieur de Niamey, celui qui avait bricolé un drone civil, lui tend une carte actualisée du Sahel. Les zones rouges se sont effacées, remplacées par des points de communication. Le capitaine sourit. La géographie n'est plus celle de la peur, mais celle du lien. Ce moment, discret, résume la trajectoire d'un continent qui apprend à s'évaluer lui-même. La souveraineté cesse d'être une idée, elle devient un réflexe collectif. Les frontières ne sont plus des murs, mais des réseaux. Et derrière chaque statistique, il y a désormais un visage, un geste, un souvenir de coordination. En refermant ce cycle, Ibrahim Traoré redonne sens à sa première promesse:
prouver que la dignité peut se mesurer. La victoire n'était pas militaire, elle était morale. L'Afrique vient de prouver qu'elle sait se compter seule. Le récit de Tindiba ne se termine pas, il circule. Dans les écoles, les marchés, les postes frontaliers, on en parle comme d'un repère. La preuve qu'un peuple uni peut déplacer le centre de gravité du monde. Ce n'est plus seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est celle d'une génération africaine qui découvre la valeur du collectif. Chaque spectateur, chaque auditeur, chaque lecteur devient partie prenante de cette équation. Car la souveraineté, si elle se mesure en chiffres, se nourrit d'attention. Observer, questionner, transmettre, 3 gestes simples qui prolongent l'œuvre commencée à Tindiban. Ibrahim Traoré, lui, n'invite pas à l'admiration, mais à la continuité. Il rappelle que la vigilance citoyenne est la vraie armée du futur. Et il pose une question ouverte. Que ferons-nous, chacun à notre échelle, pour que la dignité ne retombe jamais ?